Conseil des ministres extraordinaire ce jour, il décide de la prorogation de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national et l'octroi de la 3e licence de téléphonie globale au groupement Planor Monaco Télécom International pour une durée de 15 ans. Plus de temps à perdre pour la CEDEAO, 48 heures après le sommet extraordinaire sur le Mali, une mission de suivi des recommandations du 10 sommet est à Bamako. Objectif, accélérer le processus de déploiement de la force ouest-africaine. Le sel iodé indispensable au fonctionnement de l'organisme humain. Le constat aujourd'hui, il est de moins en moins utilisé dans notre quotidien. Une réunion de spécialistes relance le débat et Focus Santé de ce soir s'arrête là-dessus. Nous sommes lundi 21 janvier, jour d'investiture du président Barack Hussein Obama pour un second mandat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce jour, lundi 21 janvier 2013, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte. Au chapitre des mesures législatives sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence en application des dispositions des articles 49 et 72 de la Constitution du 25 février 1992 et de la loi numéro 87-49 ANRM du 10 août 1987 relative à l'état de siège et à l'état d'urgence. Le président de la République, après délibération du Conseil des ministres, a déclaré l'état d'urgence pour compter du samedi 12 janvier 2013 à minuit sur toute l'étendue du territoire national pour une durée qui ne peut dépasser 10 jours sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Cette disposition se situe dans le cadre des mesures prises pour la gestion de la crise née de l'occupation prolongée des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et une partie de celle de Mopti. Crise à laquelle s'est ajoutée la multiplication des manifestations catégorielles qui ont quelquefois paralysé les activités dans la capitale et dans certains centres urbains. Le bon déroulement des opérations militaires en cours pour la libération des régions occupées de notre pays et la nécessité d'instaurer et de maintenir un climat social serein dans tout le pays commandent la prorogation de l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national. Le présent projet de loi initié par le gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles et légales trouve sa justification dans les préoccupations sus-évoquées. Il autorise la prorogation pour 3 mois de la durée de l'état d'urgence déclaré par le décret numéro 2013-033 PRM du 11 janvier 2013. Au chapitre des mesures réglementaires sur les rapports du ministre de l'économie, des finances, du budget et du ministre de la Poste, des nouvelles technologies, le Conseil des ministres a adopté respectivement. Premièrement, un projet de décret portant approbation de la convention d'octroi d'une licence de téléphonie globale au groupement Planor Monaco Télécom International. Dans le cadre de l'ouverture du secteur des télécommunications, le gouvernement a lancé un appel d'offres international pour l'attribution d'une 3e licence de téléphonie globale. Ce processus a conduit au choix d'un groupement le gouvernement a décidé d'annuler la procédure et d'attribuer la licence à un investisseur crédible dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par les textes relatifs à la passation des marchés publics et des délégations de services publics. C'est ainsi que le gouvernement a décidé, à la suite d'un dossier présenté par celui-ci, d'accorder au groupement Planor Monaco Télécom International la 3e licence de la téléphonie globale par entente directe.
Le présent projet de décret porte approbation de la convention de concession de la dite licence pour une durée de 15 ans renouvelable et un montant de 55 milliards 100 388 000 francs CFA. Le groupement Planor Monaco Télécom International s'est engagé à créer une société de droit malien pour porter la licence et signer avec le gouvernement du Mali le cahier des charges qui en fixe le régime d'exploitation. Deuxièmement, un projet de décret portant approbation du cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux et services de télécommunications et de transmission de données attribués à Alpha Télécommunications Mali SA, ATEL SA, et déterminant la durée ainsi que les modalités de cession, de suspension et de retrait de la licence, conformément aux dispositions de la convention de concession entre le gouvernement du Mali et le groupement Planor Monaco Télécom International qui prévoyait la création d'une société d'exploitation de la licence. La société Alpha Télécommunications Mali SA, société de droit malien, a été désignée attributeur de la licence. Le présent projet de décret porte approbation du cahier de charges de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunication et de transmission des données. Il détermine la durée ainsi que les modalités de cession, de suspension et de retrait de la licence. Au terme du cahier des charges, Alpha Télécommunications Mali SA doit, au moyen de son propre réseau de téléphonie mobile, offrir au minimum une disponibilité générale sur 5 zones comprenant l'ensemble des territoires du district de Bamako et des capitales régionales, l'ensemble des territoires des chefs-lieux de cercle, le long de certains axes importants et l'ensemble des territoires de leur localité. Le cahier des charges détermine également les redevances et les contributions à payer par la société et traite de ses relations avec les autres opérateurs téléphoniques et la clientèle. Signé Bamako le 21 janvier 2013. Et pour rester dans le chapitre de ce Conseil extraordinaire des ministres, lequel Conseil a décidé de la prorogation de l'état d'urgence sur l'étendue du territoire, l'Assemblée nationale, conformément au décret 2073-037 PRM du 21 janvier 2013, portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière se tiendra le mardi 2 mai, donc 22 janvier, à partir de 16 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence institué sur le territoire national. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des députés et la séance, elle est publique. À présent, audience à Koulouba, le président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré, a reçu cet après-midi en audience une délégation de la CEDEAO. Cette délégation était venue réaffirmer le soutien de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest aux autorités maliennes. Selon le président de la commission de la CEDEAO, tout est mis en place pour que les forces de la MISMA soient déployées rapidement dans notre pays. Reportage Mamarit Koné. 48 heures après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne, cette délégation de la CEDEAO, conduite par le président de la commission des 3 ministres ivoiriens, ainsi que du chef d'État-major général des forces armées ivoiriennes, était venue réaffirmer l'appui de l'organisation sous-régionale aux autorités maliennes et voir la réalité sur le terrain. Il s'agit pour nous d'être présents à Bamako, d'abord pour apporter le soutien de la conférence des chefs d'État au président de la République par intérim du Mali, à son gouvernement, ainsi qu'au peuple malien pour dire qu'ils ont tout l'appui de la conférence des chefs d'État et de leurs frères de la CEDEAO.
Le ministre ivoirien a également annoncé que son pays fournira 500 hommes. Cette visite a été l'occasion pour la délégation d'exprimer au président de la République par intérim la gratitude de la CEDEAO pour l'accueil réservé aux différentes troupes de la MISMA et de saluer la coopération entre forces armées maliennes et forces étrangères. Notre visite, comme l'a dit le ministre d'État, avait aussi pour but de nous entretenir avec les troupes sur place, voir les conditions dans lesquelles elles opèrent, leur apporter les encouragements et les félicitations du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et aussi échanger avec eux sur les voies les meilleures pour les soutenir pour un succès de leur mission. Mais je dois dire que nous avons été impressionnés par le professionnalisme avec lequel ils se déchargent de leurs obligations. À quand le déploiement des forces étrangères dans notre pays? Tout se met en place et ça sera pour très bientôt, a répondu le président de la commission de la CEDEAO. On le voit, Mamari Koné, 48 heures après la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali. Cette délégation vient de séjourner dans notre pays et elle est allée constater de visu le déploiement de la force, ce début de déploiement de la force MISIMA dans notre pays. Compte rendu Tchemoko Sagara. Cette visite fait suite à la réunion de la CEDEAO qui vient de se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle vise à encourager, féliciter et soutenir les troupes de la CEDEAO venues aider notre pays dans la guerre contre les terroristes. Sitôt arrivée, la délégation a rendu visite d'abord aux troupes basées à l'aéroport, puis celles de la base 101 de Bamako-Sénou. Ici, 160 Nigérians sont très déterminés et fin prêts pour la mission de reconquête du Mali. Même son de cloche pour les 500 Béninois et Togolais basés à l'école de la gendarmerie. Les autorités togolaises, à leur tête, le président de la République, n'ont ménagé aucun effort pour mettre à disposition ce contingent de 500 hommes pour le bataillon, 150 hommes pour la FPU, 81 éléments pour l'hôpital niveau 2 et 8 officiers d'état-major au profit de la MISMA. Nous avons aussi sur ce site un détachement de 50 militaires de la République sœur du Bénin. Nous sommes venus apporter notre soutien et notre appui aux troupes en déploiement actuellement à Bamako et préciser que ce déploiement doit se boucler dans les meilleurs délais. La délégation de la CEDEAO s'est rendue ensuite à l'école de la police nationale où sont cantonnés les militaires sénégalais. Partout, le consigne de la CEDEAO est strict. Soyez fermes, sans pitié et avec beaucoup de courage, car vous êtes la fierté de la CEDEAO et l'espoir d'un peuple meurtri, dixit le ministre ivoirien Dibi Kofi. À l'école de la paix, Kadré Désiré Ouedraogo et la délégation qui l'accompagne ont rencontré le commandement militaire. Je dois vous dire que nous sommes très satisfaits et très fiers de ce que nous avons pu constater ce matin. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui leur est nécessaire pour réussir leur mission et ensemble, nous travaillerons avec eux pour qu'ils disposent des moyens dont ils ont besoin. Auparavant, la délégation a inauguré la représentation spéciale de la commission de la CEDEAO au Mali, un bâtiment à 2 niveaux, 6 à Badlabougou. Le sommet extraordinaire sur le Mali, c'était samedi dernier à Abidjan. Le président de la République par intérim a y pris part. Et avant de quitter Abidjan, le président de la République par intérim a rencontré la communauté malienne de Côte d'Ivoire. La communauté dans son ensemble est satisfaite de la gestion actuelle de la crise sécuritaire dans notre pays. Le chef de l'État leur a demandé de rester unis derrière l'armée tout en précisant que la libération totale est très proche. Envoyés spéciaux, Mahamadou Koné et Idrissa Traoré. Indispensable dans la résolution de la crise que le pays connaît. Officiellement, plus de 2 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire, une communauté qui reste très active chaque fois qu'il s'agit de se mobiliser pour la patrie. Selon l'ambassadeur. Nous nous
excusons pour la qualité sonore de cet élément sur lequel nous reviendrons au cours de ce journal. En attendant ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction la prise d'otage par des terroristes sur le complexe gazier de Tingadtourine à In Amenissa en Algérie et les conséquences qu'elle a entraînées. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie cette prise d'otage, acte qui confirme une fois de plus que les terroristes n'offrent d'autre choix que la possibilité pour la communauté internationale de les combattre vigoureusement. Le peuple et le gouvernement de la République du Mali saisissent cette triste occasion pour exprimer au peuple et au gouvernement algérien leur solidarité et manifestent leur détermination à lutter contre ce fléau devenu phénomène mondial. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à l'Algérie et à tous les pays dont les ressortissants ont été victimes de cette prise d'otage et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'épouse du chef de l'État est en déplacement. Madame Traoré Mintou Doucouré est arrivée au Niger cet après-midi. À sa descente d'avion, on le voit sur ces images, elle a été accueillie par l'épouse du président de la République du Niger. Après les salutations d'usage, les deux premières dames se sont entretenues dans le salon VIP de l'aéroport de Niamey. A signalé que la première dame du Mali est au Niger pour prendre part au 12e congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique dont les travaux commencent demain et ce sera sous la présidence du président nigérien Issoufou Mahamadou. Des détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Dembawan et Nyanya Aliou Traoré dans la capitale nigérienne. Ici à Bamako, des députés au chevet des blessés de guerre de Kati, de l'hôpital Gabriel Touré et du centre universitaire Odonto Stomatologie, des messages de compassion et d'encouragement de tout le peuple malien. Reportage Adama Djimte. En se rendant à la polyclinique du camp militaire de Kati, les députés de l'Assemblée nationale étaient venus apporter le message de compassion de la nation aux blessés de guerre. Ici, 31 blessés évacués sont répartis dans 5 salles. Ces derniers souffrent pour divers motifs. 90% sont des blessés par balle. Par balle et certains par contusion, c'est-à-dire ils ont chuté, ils ont eu des fractures. Mais 90% des blessés, c'est par balle. S'il y a des cas qui doivent même être évacués sur l'étranger, nous prendrons la mesure pour le faire. Après avoir souhaité prompt rétablissement aux malades, les députés y ont fait une contribution de 500 000 francs. Au niveau de Gabriel Touré, un dispositif appelé PC opérationnel fonctionne 24 heures sur 24 a été mis en place. Objectif, diligenter la prise en charge des blessés qui viennent du front. De ces compétences humaines, nous avons mobilisé les médicaments qui sont aussi à côté de dans le service d'accueil des urgences. Nous avons aussi mobilisé le laboratoire parce que ces patients vont certainement bénéficier d'examens complémentaires. Nous avons mobilisé aussi la radiographie pour pouvoir écourter tant que faire se peut le délai de prise en charge de ces patients. Donc vous voyez, c'est tout un paquet qui est organisé autour de ces blessés de guerre, paquet humain, paquet au niveau du laboratoire, paquet au niveau de la radiographie et paquet organisationnel qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ces patients sont pris au temps T égale à 0. Donc nous apprécions à sa juste valeur par nos médecins que nous félicitons pour les résultats déjà obtenus par rapport à ces malades. Nous avons regardé qu'aucun de ces malades n'est en danger. Et pour aussi les mécanismes qu'ils ont mis en place pour recevoir le plus rapidement possible les blessés. Le centre hospitalier universitaire Odonto fut la dernière étape avec ces 3 blessés à recevoir la visite des parlementaires. En 4e région, les forces maliennes et françaises ont repris Djabali ce lundi matin. L'armée n'a pas lésiné sur les moyens. Des chars, des camions, des pick-up, des blindés et des avions de combat ont fait le boulot. C'est avec enthousiasme que les militaires français et maliens ont été accueillis par les habitants de Djabali. Nos correspondants dans la 4e région, Dougoufana Traoré et Karamoko Traoré, étaient ce jour à Djabali. Suivez leur reportage.
Le calme, la sérénité et la quiétude sont revenus à Djabali. La vie reprend son cours normal après le séjour des djihadistes dans cette ville. Le commerce, les activités de la berge, les travaux champêtres, bref, c'est le soulagement que l'on lit sur les visages, même si l'école et l'administration restent encore fermées à Djabali. Tous les points stratégiques de la ville sont tenus aujourd'hui par les militaires maliens et français. Leur arrivée a d'ailleurs été saluée par des applaudissements, des cris de joie et l'érection des drapeaux maliens et français ça et là dans la ville. Ma joie est immense. Ma commune vraiment est très contente de l'arrivée de notre troupe, l'armée malienne et l'armée française dans ma commune. Donc nous remercions beaucoup le gouvernement malien et le gouvernement français vraiment de soutien moral et surtout matériel en ce qui était notre inquiétude avec les islamistes. Ce que je peux dire à nos collègues transporteurs, c'est la vigilance. La vigilance. Si on a soupçonné quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut qu'on signale à notre autorité. Je ne peux que saluer la population de Djabali, la réaction de la population de Djabali. Parce que les islamistes n'ont pas pu pénétrer la population, parce que la population les a rejetés. Quand ils viennent dans une famille, la famille sort, les laisser dans la famille, ils sortent avec la population. Donc ils ne veulent pas être seuls, parce qu'ils ont peur des frappes. Population de Djabali et environ, attention, les assaillants dans leur fuite ont abandonné plusieurs effets, objets, matériel militaire, cadavres piégés, des centaines de caisses de munitions, des fusils d'assaut, des explosifs, des véhicules en bon état ou véhicules calcinés mais piégés. Djabali, pour nous, la pointe d'effort, c'est d'aider nos camarades maliens à bien sécuriser cette ville, à sécuriser les habitants aussi, puisqu'il y a beaucoup de munitions non explosées dans la ville. Donc on va apporter notre expertise pour savoir comment gérer ce problème des munitions qui traînent un peu partout. À un moment donné, pour éviter que la population soit massacrée, on a abandonné et on est revenu actuellement à Djabali. Comment avez-vous trouvé la population de Djabali, les habitants de Djabali? Non, très contents, très satisfaits et très fiers de leur armée. Ce que j'ai à dire à la population, c'est vraiment la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour la reconquête de Djabali. Parce que sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que les informations qu'elle donnait, elles étaient très fiables, très sûres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là à Djabali, une partie du Mali. Pour aller ou sortir de Djabali, des mesures de sécurité ont été renforcées en vue d'éviter toute infiltration d'éventuels djihadistes. Autre ville libérée et sécurisée, Konan, la ville de Konan est sous le contrôle de l'armée malienne. Un grand ouf de soulagement pour les populations. Nos envoyés spéciaux ont pu rentrer à Konan en compagnie du commandant des opérations militaires Didier Adako, pour qui la bataille de Konan est le début de la victoire de la libération totale de notre pays. Envoyés spéciaux Aliou Touré et Moussa Hari Meiga. On est à Konan. Ah bon? Konan a été libéré? Oui, oui. Entre l'Est populaire, témoignages divers concordants, voilà Konan de la liberté retrouvée. Manifesté au cœur de la ville à travers l'artère principale qui nous accueille, où la vie reprend avec confiance son cours normal, avec beaucoup de soulagement. Là, nous sommes au débarcadère de Konan, outil de production par excellence de la commune, bombardé par les terroristes, où chacun peut apprécier la dimension des actes de barbarie, de furie et de folie destructrice des terroristes dans leur... Rien à dire. Mais, après un combat gagné de haute lutte par l'armée malienne soutenue par l'armée française, un combat de la libération nationale de notre pays dont l'honneur du Mali est le prix. Oui, je confirme que au moment où nous sommes, nos troupes tiennent Konan. Et ce depuis le jeudi dernier, depuis le jeudi 17 janvier, et à l'issue de 2 jours d'offensive sévarée sur Konan. Au premier jour, il y a eu des combats avant d'arriver à Konan, dans une quinzaine de kilomètres de Konan. Mais le deuxième jour, nous n'avons rencontré aucune résistance sur la route et nos forces sont rentrées à Konan sans aucun problème. Il y a eu des combats très très âpres au cours desquels nous avons perdu des hommes et des véhicules, du matériel. Et également, l'ennemi aussi en a perdu suffisamment. Aux informations que nous avons reçues après, nous nous sommes rendus compte que les pertes n'étaient pas d'un seul côté. Pour ce conseil municipal et adjoint au maire de Konan que nous avons rencontré, qui confirme et savoure la libération de sa ville, Konan reste une ville blessée, respirante mais debout, qui salue avec déférence et respect l'armée malienne. Reconnaissance à la France. Je confirme que Konan a été libéré par l'armée malienne.
depuis le jeudi qu'on a été libéré par l'armée malienne, on se sent en sécurité. Vraiment, la ville commence à revenir et revivre à la fois. Maintenant, l'appel qu'on a lancé aux autorités les plus compétentes, c'est de voir un peu la ville est coincée. Presque les étalages ont ouvert, mais il nous manque certaines nécessités vivrières et la route de Mopti est fermée. Si toutefois on pouvait un peu libérer la route pour qu'on puisse quand même se ravitailler sur le marché de Mopti. Malgré le succès militaire de Konna et la déroute de l'ennemi suite à ce spectacle de désolation initié par les terroristes, fait de feu et de sang, de pertes en vies humaines, de destruction de matériel et de biens à Konna, pour le chef du commandement des opérations militaires, la bataille de Konna n'est pas pour l'armée malienne une victoire, mais le début de la victoire pour la reconquête totale du territoire malien qui s'amorce à travers un rouleau compresseur déjà en marche. Moussa Ari Meiga, l'élan de solidarité se poursuit à l'endroit de l'armée malienne. C'est ainsi que 70 millions, la somme récoltée aujourd'hui de la part de 5 entreprises privées et d'un leader religieux. Et c'est le ministre délégué en charge du budget qui a réceptionné la dite contribution. Reportage Fatim Koné. C'est un ministre de l'économie, des finances et du budget tout heureux qui reçoit une importante aide pour l'armée malienne. 5 entreprises viennent de lui remettre près de 70 millions de francs CFA. Répartis comme suit, la Sonatam donne 20 millions de francs CFA, Asie SA 5 millions de francs CFA, Ensokala SA 5 millions de francs CFA et 10 tonnes de sucre d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Sokala SA 5 millions de francs CFA, 5 tonnes de sucre et 500 litres d'alcool médicalisé. Nous devons tous faire en sorte que notre vaillante armée qui se bat au quotidien, aujourd'hui aidée par les forces étrangères et internationales, cette armée-là puisse sauver notre pays, puisse recouvrer notre intégrité territoriale. Après ces entreprises, contribution par les billets du Haut Conseil islamique. Il remet 25 millions de francs CFA en espèces à l'armée malienne. Puisqu'une guerre nous a été imposée, l'effort de guerre devient un devoir citoyen pour tous les Maliens, devoir auquel il ne peut pas demeurer en reste. C'est pour cela qu'il a répondu à travers le Haut Conseil islamique du Mali. Autre donatrice reçue par le ministre Tchenan Koulibaly, la Société malienne des jeux et de loisirs. La SRJL remet 10 millions de francs CFA pour appuyer nos forces armées et de sécurité. L'ensemble de tous nos employés, la société elle-même et la structure de la société tenaient à aider vraiment l'armée malienne dans sa lutte qu'elle a engagée avec ses partenaires français. Et je tiens à souhaiter beaucoup de courage à cette armée. Le ministre a rassuré les donateurs quant à la gestion judicieuse de ces fonds. C'est notre responsabilité de veiller à ce que cet argent-là soit correctement utilisé dans le sens voulu par les donateurs, à savoir en appui à l'armée. Nous allons publier la liste de tous les donateurs et nous allons aussi dire le nouveau solde. Il ajoutera que les fonds collectés seront répartis en deux. Une partie consacrée à l'effort de guerre et une seconde partie à la reconstruction du pays après la reconquête des régions du nord du Mali. Voilà, les images nous font dire que ce montant, la somme de 70 millions de francs CFA, cette somme a été réceptionnée par le ministère à mesure de vous proposer le reportage de nos envoyés spéciaux à Abidjan, un reportage qui porte sur la rencontre que le président de la République par intérim a eue avec la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Après avoir participé au sommet de la CEDEAO à Abidjan, le président Dioncounda Traoré s'est rendu à la Maison du Mali pour y rencontrer ses compatriotes dont l'apport est stable à la crise que le pays connaît. Officiellement, plus de 2 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire, une communauté qui reste très active chaque fois qu'il s'agit de se mobiliser pour la patrie. Selon l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, des contributions ont été faites pour soutenir les forces armées de sécurité dans la guerre contre les terroristes et narcotrafiquants. La dernière en date est celle de Cécile Comé qui a offert 100 millions de francs CFA.
La diaspora malienne a participé activement aux opérations de recensement administratif à vocation d'état civil, mais elle souhaite une prolongation du RAVEC, une question qui sera étudiée par les autorités. En attendant, les Maliens se réjouissent de l'élan de solidarité internationale en faveur de leur pays. Ils remercient particulièrement la CEDEAO et son président Alassane Ouattara, mais aussi et surtout la France pour les actions menées aux côtés de l'armée nationale. Le président Traoré n'a pas manqué de réaffirmer sa confiance aux soldats maliens qui ont besoin d'un peuple uni. Selon lui, l'armée se bat vaillamment pour l'intégrité du territoire et pour la liberté. La libération totale est pour bientôt, estime le chef de l'État, qui a rendu hommage à tous les partenaires internationaux avant d'évoquer la deuxième grande mission de la transition, à savoir l'organisation d'élections crédibles. À ses compatriotes de garder toujours la bonne collaboration et l'entente qui existe entre eux et les amis ivoiriens. Nous continuons d'enregistrer des déclarations de soutien à l'armée malienne et aux forces alliées. L'Association des veuves et orphelins du Mali, le syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités, l'Association des jeunes pour le développement de la commune de Boré, l'Amicale des anciens syndicalistes de l'UNTM, le syndicat national des éleveurs et marchands de bétail du Mali, l'Association nationale des élèves, l'Union nationale des élèves et étudiants des Médersa du Mali, l'Association des ressortissants de Douanza, le personnel de la Ragui, Kounkan, tous se disent solidaires du combat que mènent nos forces armées et de sécurité de notre pays et espèrent sur une très proche victoire sur les ennemis. Le processus électoral à son étape actuelle est irréversible. Telle est la conviction du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le colonel Sinko Koulibaly l'a dit ce matin lors de la tenue du premier comité de pilotage 2013 du projet au processus électoral. Reportage signé de Moïse Traoré. Au système des Nations Unies, on estime que les opérations de reconquête du Nord doivent rappeler que les préparatifs des élections se poursuivent résolument pour mettre un terme à la transition. Le premier comité de pilotage 2013 du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, regroupe les partenaires techniques et financiers pour débattre autour de l'état d'avancement du processus électoral et de la mission d'évaluation des besoins. Toutefois, un certain nombre de mesures devraient être prises pour enclencher une mobilisation plus vigoureuse pour déclencher ce que j'appelle une vraie mobilisation de ressources. Et parmi ces mesures, vous savez certainement qu'il y a la question de la feuille de route de la transition que les partenaires au développement, dans leur grande majorité, souhaitent recevoir. Et nous souhaitons vraiment que le gouvernement mette tout en œuvre pour que cette feuille de route tant attendue soit adoptée. Le PAPEM est un projet de 2 ans, dont la clôture est programmée pour 2014. Ces activités de mobilisation sont évaluées à plus de 3 milliards. Quant aux élections 2013, elles pourraient coûter plus de 20 milliards. Le budget des élections de cette année sera relativement plus cher, plus élevé que le précédent. Non seulement en raison du contexte sécuritaire, mais aussi de la nécessité et du souhait de tous les acteurs politiques et de la société civile de régler le problème d'identification de l'électeur à travers un choix judicieux du fichier électoral. Les conclusions de la mission d'évaluation des besoins ont été transmises aux représentants permanents du Mali aux Nations Unies. Des conclusions conformes à l'esprit de la feuille de route du département à charge de l'administration territoriale. En France, pour dénoncer l'agression du Mali par des groupes terroristes et séparatistes depuis 1 an, la communauté malienne de France a organisé une grande marche de protestation, mais aussi de soutien à l'intervention militaire française dans notre pays. Les manifestants ont remis une motion à l'ambassadeur du Mali à Paris, entouré de ses collaborateurs. Makanfi Konaté.
La mobilisation était au rendez-vous. Le slogan traduisait la gratitude des Maliens vis-à-vis de la France. C'est ce message de reconnaissance qui est remis à l'ambassadeur du Mali. Nous sommes là pour dire merci, un grand merci au peuple français et à travers le président de la République, François Hollande. Un grand merci pour son intervention, son prompte intervention. Et également, c'est pour rendre hommage au lieutenant Damien Boiteux qui est tombé pour le Mali. Il est mort pour le Mali, pour la France, mais il est mort également pour le Mali. Les élus français ont témoigné leur solidarité au peuple malien à travers le Conseil régional d'Île-de-France, la mairie de Montreuil et l'Assemblée nationale. Nous sommes tous mobilisés dans le même sens pour la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali. Ce sera nous à côté du peuple malien et soutenir l'initiative de la France, mais aussi soutenir toute la communauté internationale pour que tout le monde vienne aider la France pour que le Mali sorte de cette guerre. Et ce que j'ai envie aussi ici, auprès de son Excellence l'ambassadeur, les représentants associatifs qui sont là, c'est de dire aux Maliens, aux Franco-Maliens, aux Français qui ont l'amour du Mali, et à l'ensemble des Français, qu'il faut être positif et porter un message d'espoir. Face à tant de solidarité, les diplomates maliens, dans un message très sobre, saluent la France grâce à qui l'espoir renaît. Mes félicitations pour cette initiative. Je suis fier de vous. La France est venue à bon escient, vous savez bien. Je suis très honnêtement. Grâce aux actions entreprises par la France, le Mali se trouve dans une situation où l'espoir est né. Les Maliens de France et leurs partenaires réfléchissent déjà à l'après-guerre, car, soutiennent-ils, la seule guerre qu'il faut gagner reste celle du développement. De Paris, nous faisons un détour par Addis Abeba pour vous signaler que les activités marquant le 20e sommet de l'Union africaine, les activités ont démarré ce matin au siège de l'institution à Addis Abeba. Au cours de la semaine qui vient de s'ouvrir, plusieurs activités sont programmées, notamment la réunion du comité des représentants permanents, la rencontre des ministres des Affaires étrangères et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le lancement des travaux de cette semaine qui s'annonce intense s'est déroulé en présence de la présidente de la commission, de l'UA, des ambassadeurs et de plusieurs invités. Un sommet qui intervient au moment où le continent va célébrer le cinquantenaire de l'organisation au mois de mai prochain sous le signe de la Renaissance africaine. Le continent est confronté à de nombreux défis et encore secoué par plusieurs conflits, dont celui du Mali. Une nouvelle qui nous a été donnée par Alassane Djombélé depuis Addis Abeba. Retour à l'actualité nationale, valider la politique nationale des transports et infrastructures routières, c'est l'objectif d'une rencontre ouverte ce matin à Bamako. Cette rencontre d'une journée est consacrée au diagnostic de l'ensemble des stratégies élaborées pour développer le transport dans notre pays. Reportage Agali Aguissa. Le désenclavement d'un pays continental comme le Mali est tributaire d'une meilleure gestion du réseau routier. C'est dans ce cadre que le département en charge du transport, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a mené une étude sur la politique nationale des transports et infrastructures au Mali. Les résultats de cette étude sont soumis à l'appréciation des différents acteurs à travers justement cet atelier de validation. Le document fait l'état des lieux en termes de matériel de transport et infrastructures routières. Le tableau fait ressortir un manque de rigueur dans la gestion et l'entretien des routes et la vétusté de la flotte, d'où le fondement d'une politique nationale de transport et infrastructures. Il est nécessaire de préserver le réseau existant avant de construire des routes nouvelles. Je rappelle ici l'importance accordée par les bailleurs de fonds à l'entretien d'une part et à la lutte contre la surcharge. La validation de ce document va contribuer à l'impulsion du secteur de transport à travers l'extension du réseau routier, l'exploitation et l'entretien des routes. Le gouvernement souhaite moderniser la ligne de chemin de fer vers Dakar, qui a longtemps été le véritable cordon ombilical du pays, la relance des transports fluviaux. Les propositions actuelles mettent aussi l'accent sur l'exploitation, l'entretien des infrastructures, le renforcement de la capacité
institutionnelle et humaine de l'administration. Plusieurs membres du gouvernement, partenaires et acteurs du secteur du transport ont pris part à l'ouverture des travaux de cet atelier initié par le ministère de l'Équipement et des Transports. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 8 salles informatiques à l'école fondamentale de Banakabougou. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et suivie par notre reporter Moussa Fani. 6 salles de classe équipées et 2 salles d'informatique. Cela devra pouvoir renforcer les capacités des élèves du groupe scolaire de Banakabougou en commune 6 du district de Bamako. D'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, les bâtiments étaient entièrement financés par la Fondation Toguna SA. Pour les autorités scolaires, ces joyaux devront susciter chez les élèves le goût de l'apprentissage. Une entreprise citoyenne nous a gracieusement offert 8 nouvelles salles, dont 6 salles de classe, chacune équipée de 25 tables bancs, d'une armoire, d'un bureau pour maître, 2 salles informatiques climatisées contenant chacune 10 ordinateurs. Ce qui est important pour nous, c'est l'éducation de nos filles et de nos garçons. Et nous voulons symboliquement participer à cet effort du gouvernement pour montrer l'exemple. Et nous souhaitons que d'autres personnes, d'autres compagnies, d'autres bonnes volontés fassent la même chose à Bamako et dans l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a invité les responsables de l'établissement à une utilisation judicieuse de l'infrastructure et du matériel. Nous nous engageons à faire de cette école une école modèle, que nos enfants vont apporter le plus grand soin dans l'utilisation des infrastructures et dans l'utilisation du matériel informatique que nous savons bien fragile, et que nos enseignants scindront les reins davantage pour encadrer, apporter à nos enfants ce qu'il faut. Il faut rappeler que la cérémonie d'inauguration a regroupé les responsables de l'entreprise, les autorités scolaires et les notabilités du quartier de Banakabougou. La réalisation de ces salles informatiques à l'école fondamentale de Banakabougou sont le fait de la société Toguna. Sensibiliser et informer les acteurs du commerce transfrontalier sur la mise en œuvre du transit inter-État trié unique sur le corridor Bamako-Dakar, tel est l'objectif d'une rencontre entre les transitaires de Diboli et une délégation du ministère du Commerce et de l'Industrie. Kaï, la correspondance de Mahamadi Aliou Bari. Diboli, ville frontalière située à 90 km de Kaï, qui a abrité cette journée de sensibilisation et d'information des acteurs du commerce transfrontalier. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport final issu de la conférence frontalière tenue les 20 et 21 mai 2011 à Kaï sur la fluidité des échanges commerciaux entre la République du Mali et celle du Sénégal. Les 2 autorités ont adopté un communiqué conjoint qui instruit l'opérationnalisation du transit inter-État. Au sortir de cette réunion de sensibilisation avec le confrère, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut vraiment régler parce qu'ils ne sont pas dans les dispositions aujourd'hui de quitter dans l'application immédiate du trier unique. Ils ont proposé des doléances que nous allons faire remonter au niveau de la cellule technique. La République du Mali, depuis 2005, s'est engagée dans un programme ambitieux de réforme du cadre des affaires avec l'objectif de faire du Mali un grand pays réformateur en Afrique subsaharienne. L'importance de ces réformes n'est plus à démontrer. En effet, elles permettent de réduire le parcours de combattants de nos opérateurs économiques et les charges de leur entreprise. Pendant 2 heures d'échange houlés, les transitaires de Diboli ont été édifiés sur les avantages et les inconvénients de l'application du trier unique sur le corridor Bamako-Dakar. Le secrétaire général des transitaires de Diboli, Adama Coulibaly, dira que dans le cadre des réformes du climat des affaires, le projet existe depuis 1982 entre le Mali et le Sénégal. Mais pourquoi l'appliquer en cette période alors que notre pays traverse une crise difficile? Les transitaires ont proposé que le bureau des douanes de Diboli soit érigé en bureau principal, ce qui leur permettra de continuer à exercer. Car avec l'application du trier, certaines marchandises en provenance de Dakar
ou de Bamako ne seront plus dédouanés à Djibouli. Donc il y aura un manque à gagner pour les transitaires. Restons dans la région de Caille, à Yélémané, et plus précisément, plus de 500 millions de francs CFA. C'est le coût du projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aiguë que la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge française ont lancé jeudi dernier dans le cercle de Yélémané. Nous retrouvons la correspondance de Noumou Kontaga. La malnutrition est un phénomène récurrent dans le cercle de Yélémané avec un taux de 15,4%, d'où la mise en œuvre de ce projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Projet, comme son nom l'indique, appuie les structures sanitaires du cercle de Yélémané et de Caille. Il a un coût total de plus de 500 millions de francs CFA, un financement de l'Union européenne et de l'UNICEF pour une durée d'1 an. Le lancement a vu la participation des autorités administratives, politiques, des leaders communautaires, des responsables socio-sanitaires et des présidents des ASACO sous l'égide du préfet du cercle, M. Sekou Samake. La présentation du mouvement Croix-Rouge et Croix-Sans-Rouge, la présentation du volontariat, la présentation du projet de nutrition à Caille, Yélémané, les échanges et discussions sur le rapport d'évaluation et le projet de nutrition ont été les temps forts de l'événement. Sacrifices ultimes, c'est le titre de l'exposition d'une dizaine de tableaux qui illustrent les événements que traverse notre pays depuis le 17 janvier 2012. L'artiste peintre Abdou Wologem nous fait vivre avec émotion les massacres d'Aguelok, l'application de la charia avec l'amputation des mains, la détermination des militaires maliens appuyés par la France à libérer le nord du Mali. Fademba Keita a suivi cette exposition pour nous. L'exposition de ces œuvres d'art conçues à partir des matières premières 100% locales s'est tenue le 17 janvier 2013. Cela fait exactement une année que le Mali est victime d'une agression de la part des groupes terroristes. À travers les différents tableaux en toile, l'artiste peintre Abdou Wologem retrace ces instants de douleur où l'atrocité et la cruauté vont au-delà de l'entendement. Les toiles nous amènent donc dans les profondeurs d'une réalité triste. La première toile, c'est Aguelok, c'est le massacre des militaires maliens. Et la deuxième toile, ça parle de l'amputation. Le tableau suivant, c'est le capitaine Sékou Traoré. Il était à Aguelok. Il a versé son sang pour le Mali, pour le drapeau du Mali. Et pour moi, c'est pas normal qu'on l'oublie. C'est un héros national. L'armée malienne est en avant avec le drapeau malien. Wologem, soldat et peintre, avec sa technique ancestrale, a ébloui mais aussi plongé les visiteurs dans l'émotion, la désolation, voire le chaos total. Nous avons besoin de l'ensemble des forces vives de la nation, que ce soit ceux qui sont les spécialistes de la culture, que ce soit ceux qui sont dans d'autres domaines, doivent se mobiliser pour l'unité nationale. L'exposition nous montre aussi tout l'engouement, toutes les dispositions pratiques et la force de nos forces armées et de sécurité pour venir à bout de ces envahisseurs. Sacrifice ultime, bien que pathétique au début, s'impose à nous comme une délivrance à travers la reconquête du Nord. L'artiste multifacette, sculpteur, peintre, comédien est aussi l'auteur de plusieurs expositions à travers le monde, parmi lesquelles Le retour à la terre, Le regard d'Afrique, Paris d'une rive à l'autre, l'épopée mandingue. Sport, football, Cannes-Afrique, Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2013. Le groupe C est entré en lice cet après-midi. Dans le duel ouest-africain, le Nigeria et le Burkina Faso ont fait match nul 1-1, même score 1-1, dans le premier match de la journée entre la Zambie, détentrice du trophée, et l'Éthiopie qui signe son retour après à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1982. Le résumé de ces deux rencontres avec Kumba Nyambele. Il n'y a plus d'équipe à négliger. La preuve est cette prestation des Warriors d'Éthiopie qui viennent de tenir en échec 1-1 la Zambie, détentrice du trophée. Décidément, les Éthiopiens veulent de nouveau goûter aux joies d'une Coupe d'Afrique des Nations après 31 ans d'absence. À l'entame, les deux équipes s'adonnent à un jeu physique avec des occasions de part et d'autre. Nous sommes à la 23e minute. L'Éthiopie obtient un pénalty qui sera arrêté par le gardien de but zambien Kennedy Mwoni. 10 minutes plus tard, les Éthiopiens seront réduits à 10.
Le portier Djemal Tasso est expulsé pour jet dangereux. Les protégés de l'entraîneur Hervé Renard profitent de cette infériorité numérique pour ouvrir le score par Collins Mbessouma juste avant la pause. Réduits à 10, les Éthiopiens reprennent du poil de la bête en seconde période et obtiennent l'égalisation à la 62e minute par Adane Girma, meilleur buteur du championnat éthiopien. Aucun but ne sera plus marqué jusqu'au coup de sifflet final. Score, 1 but partout. Après ce match nul, pour leur 16e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Zambie va défendre son trophée vendredi prochain contre le Nigeria. Quant à l'Éthiopie, vainqueur de l'édition 62, il sera face au Burkina Faso. La seconde épreuve du jour a mis aux prises le Nigeria et le Burkina Faso, un duel ouest-africain. Absent lors de la précédente édition, les Nigérians participent pour la 17e fois de leur histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avec comme objectif remporter un 3e trophée continental après 1980 et 1994. En revanche, vaincre le signe indien, telle est l'ambition du Burkina Faso qui n'a dépassé le premier tour depuis 1998. Voilà pourquoi il a fallu attendre la 22e minute pour que les Nigérians concrétisent la première occasion signée Emmanuel Emenike. 1-0, ce score mène à la mi-temps. De retour sur la pelouse, nous assistons à un match équilibré jusqu'à la 74e minute où le défenseur des Super Eagles, Efe Ambroise, sort pour cumul des cartons. À 10 contre 11, les Burkinabés pressent et réussissent à marquer le but égalisateur par Alain Traoré. Un but partout sera le résultat au terme de la rencontre. Après cette première journée, il reste encore beaucoup de surprises dans le groupe C. On est lundi, chronique santé de ce jour. Des spécialistes en charge de la gestion de l'iodation universelle du Mali étaient en conclave la semaine dernière. La rencontre organisée avec l'appui de l'UNICEF visait à contribuer au renforcement du système de contrôle de la qualité du sel dans notre pays. Une initiative qui vient au moment où on constate un certain relâchement en ce qui concerne la mise à disposition du sel iodé à un plus grand nombre de Maliens. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. L'iode est un oligo-élément indispensable à la fabrication des hormones de la thyroïde extrêmement importante au stade du fœtus lors de la puberté et d'une manière générale tout au long de notre vie. Lorsque l'alimentation apporte trop peu d'iode, cela provoque ce qu'on appelle les troubles liés à une carence en iode ou TDCI. Les femmes qui ont des apports insuffisants en iode sur le plan alimentaire peuvent donner naissance, peuvent faire des avortements spontanés. Elles peuvent donner naissance à des enfants de petit poids de naissance. Elles peuvent aussi vraiment faire des morts-nés. Au niveau scolaire, l'insuffisance d'iode entraîne vraiment une baisse du quotient intellectuel et ça entraîne des échecs scolaires. Or, vraiment, l'échec scolaire et la baisse du quotient intellectuel est irréversible. Mais la manifestation la plus spectaculaire des carences en iode, c'est le goitre. Une enquête de 2011 a révélé que la disponibilité en iode dans les ménages a régressé au Mali malgré les mesures prises. La région de Kaï, celle du Nord, présente les plus faibles proportions de ménages disposant de sel iodé. C'est pourquoi l'État et ses partenaires cherchent aujourd'hui à renforcer le système de contrôle de qualité du sel au Mali. Le point de départ est la mesure sur l'iodation universelle du sel au Mali. Cette législation a été mise en place et qui rend obligatoire depuis l'importation, depuis la production, l'importation, la dissémination, la vente du sel. Dans tout ce circuit, il est obligatoire que le sel soit iodé. Dans la mise en œuvre de cette mesure, 3 ministères doivent veiller. Le ministère de la Santé, celui en charge de la qualité ainsi que celui de l'économie et des finances. Et on a un test rapide à faire par rapport à ça. Et c'est cela qui nous permettra de procéder aux procédures de dédouanement. Sans les tests rapides, on ne peut pas connaître s'il y a de l'iode dans le sel ou pas. La douane en tant que telle, seule, ne peut pas faire ce travail.
Il faut y associer notre service spécialisé, les services d'hygiène ou les services de la santé. 4 jours de conclave qui ont abouti à des recommandations qui vont faire bouger les choses en ce qui concerne le contrôle à l'importation, le contrôle sur le marché et le suivi des troubles liés aux carences en iode dans les structures de santé. Mesdames, Messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, deux communiqués. Le Haut Conseil islamique du Mali convie la presse nationale et internationale à une conférence de presse demain, mardi 22 janvier, à la Maison de la Presse et à partir de 10 h. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe toutes les personnes désireuses de faire un versement pour l'appui aux forces armées et de sécurité à la BDM-SA qu'une cellule d'information est créée au sein de son département à cet effet. Les points focaux de cette cellule auxquels elles pourront s'adresser sont Madame Maïga Zalia Maïga, numéro de téléphone 77 22 20 20. Monsieur Sidi B. Abdoulaye, numéro de téléphone 77 22 30 30. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget compte sur la bonne compréhension de tout. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. La principale information du jour, c'est la tenue de ce Conseil des ministres extraordinaire qui a parlé de la prorogation de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Demain, 10h, 13h, vous retrouverez Amadou Sangaré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. D'ici là, encore, nos pensées vont à nos frères victimes des exactions et des islamistes. Nous ne les oublions pas et nous les rassurons que le meilleur est à venir. Excellente nuit à tous. Au revoir.